effectivement quelques éléments de présentation pour l'Institut national du cancer et qui a une démarche depuis plusieurs années d'intervenir et d'outiller pas uniquement les acteurs de la santé, mais également plus largement les acteurs de terrain et les collectivités territoriales dans une démarche de déploiement d'un environnement favorable à la santé et la promotion des actions de prévention de lutte contre le cancer. Donc c'est une dynamique qu'on essaye aussi de déployer dans d'autres terrains, comme le monde des entreprises, par exemple, et de sortir, on va dire, la simple discussion qu'on peut avoir avec les professionnels de santé, qui est déjà complexe en soi, mais d'élargir un peu le terrain dans lequel on agit, et qui a donné lieu notamment à la création d'un club des collectivités territoriales qu'on anime à l'Institut national du cancer. Alors, je vais partager donc quelques slides que m'ont préparé les équipes et qui permettent de synthétiser un peu les enjeux pour nous du point de vue de l'Institut national du cancer. Vous rappelez d'ailleurs d'abord que l'Institut national du cancer, c'est une agence d'État d'expertise sanitaire et scientifique. On est rattaché à la fois au ministère de la Santé et au ministère de la Recherche. Ça a été créé il y a 20 ans sous l'impulsion de Jacques Chirac, qui voulait créer une agence de coordination dans la lutte contre les cancers et qui déploie une stratégie de réduction du risque cancer et d'amélioration de la recherche. Donc ça s'est traduit par les différents plans cancer qui ont été développés depuis le début des années 2000. Et puis depuis 2021, on est dans une stratégie décennale de lutte contre les cancers, donc un plan à 10 ans pour se donner des perspectives de réduction de la mortalité par cancer. On a des missions qui sont extrêmement larges et transversales, à la fois dans le domaine de la santé publique, de l'organisation des soins et de la recherche. Donc on coordonne les actions de lutte contre le cancer avec les acteurs publics et privés. On soutient la recherche scientifique, médicale, technologique, organisationnelle. On structure des organisations de soins et on a, on va dire, un rôle de matière grise pour le ministère de la Santé dans l'organisation des soins en cancérologie. On produit des expertises, des documents de bonne pratique. On produit des données, et notamment depuis 2025, on a la charge de déployer un registre national des cancers, qui est une base de données nationale qui permettra de compter les cas de cancer sur le territoire et puis de se poser des questions effectivement sur l'augmentation de l'épidémiologie des cancers, les interactions entre cancer et environnement, les parcours de soins à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle territoriale. Et puis de favoriser effectivement l'appropriation des connaissances, à la fois la bonne information des personnes, la lutte contre la désinformation, parce qu'en matière de cancer, il y a nombre de désinformations, et puis l'amélioration des bonnes pratiques. Alors sur la prévention des cancers, peut-être vous redire qu'en France, on est à 430 000 cas de cancer par an. Donc chaque jour, il y a 1200 personnes qui se voient diagnostiquer un cancer. Donc c'est la première cause de mortalité en France, à peu près 160 000 décès par an. Et c'est un nombre de cas de cancer qui augmente chaque année sous l'effet du vieillissement démographique principalement. Effectivement, le cancer est une maladie du vieillissement, sous l'effet de l'augmentation de la population, mais aussi sous l'effet de l'exposition accrue à certains facteurs de risque de cancer, et on y reviendra, mais de fait, il y a une exposition soit par des comportements, soit par des modes de vie, qui sont susceptibles de générer des cancers, et donc cette augmentation des cas de cancer est aussi liée à cela. Si on regarde un tout petit peu plus finement les localisations de cancer, donc c'est des choses que vous connaissez un peu intuitivement, mais peut-être vous dire qu'effectivement, en volume, la grande part des cancers, c'est cancer du sein chez les femmes et cancer de la prostate chez les hommes, même si la survie de ces cancers est très très favorable, hein. On est presque à 9 cas de cancer
du sein sur 10 qui sont soignés, et à peu près pareil pour la prostate. Et vous avez des cancers de mauvais pronostic, à l'inverse, où les chances de survie à 5 ans sont beaucoup plus faibles. Le cancer du poumon, par exemple, est un des cancers les plus déployés en France en termes de volume. On est à 30 000 cas par an. Ça augmente très rapidement, notamment chez les femmes. On a une augmentation assez significative du cancer du poumon, notamment parce qu'il y a une exposition accrue au tabac chez les femmes depuis les années 80, et ça se traduit dans les cancers. Et c'est des cancers de très mauvais pronostic, puisqu'ils sont diagnostiqués souvent tardivement, et les traitements sont assez compliqués. Et donc, vous avez une liste de 7, 8 localisations pour lesquelles la survie à 5 ans est inférieure à 33%, à un tiers. Pancréas, poumon, principalement, mais aussi le foie, qui sont des cancers effectivement, pour le coup, très compliqués à soigner. Vous dire que le cancer n'est pas une fatalité, puisque nous, notre doctrine à l'Institut national du cancer, c'est de dire que le meilleur des cancers, c'est celui qu'on n'a pas, et donc il faut se prémunir de l'exposition à certains facteurs de risque. Donc la science, alors ces études datent de 2018, mais a donné des parts attribuables à certains facteurs de risque. Donc sans difficulté, vous pouvez voir qu'effectivement le tabac occupe une place prépondérante. Près de 20% des cancers sont liés au tabac. Le tabac est responsable de cancers dans une dizaine de localisations. Donc pas uniquement le cancer du poumon, vous avez du cancer du sein, du cancer de la vessie, des cancers digestifs. Ensuite, vous avez l'alcool, effectivement, qui représente 8%. Alors l'alcool, effectivement, il y a des doctrines de consommation d'alcool moyenne et des repères qu'on a fixés avec Santé publique France. Il ne faut pas oublier aussi que 10% des personnes consomment plus de la moitié de la consommation d'alcool en France. Donc il y a effectivement des personnes, on va dire, fortement exposées à la consommation d'alcool et qui, du coup, sont plus à même d'avoir un cancer dans leur vie. Vous avez toute une partie liée à l'alimentation et au surpoids, donc ça fait à peu près 10% si on prend les deux lignes d'après. Vous avez l'exposition à des infections, notamment l'infection HPV, papillomavirus, dont il existe un vaccin, et qui permet évidemment de se prémunir de cancers HPV induits. Donc c'est souvent des cancers gynécologiques, cancer de l'endomètre, mais aussi chez les hommes, vous avez des cancers HPV, cancer du rectum, cancer de l'ORL. Donc ça, il existe un vaccin qui permet d'éviter ces cancers-là. Et donc, on pourrait, en ayant une politique vaccinale qui se déploie, éradiquer ces cancers. Et puis, vous avez toute une série d'expositions, alors soit des expositions professionnelles avérées, risques chimiques, risques d'exposition à l'amiante, à certains produits chimiques, et des risques UV qui sont aussi une part assez importante. Les cancers de la peau, c'est à peu près un quart des cancers en France, dont une partie est très, très, on va dire, compliquée à traiter. C'est les mélanomes qu'on peut connaître et qui sont effectivement des cancers pour lesquels on peut avoir une protection, puisque l'essentiel des cancers de la peau sont générés par une exposition au soleil durant l'enfance et la jeunesse, et on pourrait avoir, avec des bonnes pratiques, une réduction assez certaine. Donc voilà un peu le panorama dans lequel on se situe, et si on somme un peu tout ça, on peut se dire que la moitié des cancers pourraient être évités, et c'est un des enjeux pour nous, qui est de réduire l'incidence des cancers avant même de mieux les traiter. Vous dire qu'on est dans une stratégie au niveau de l'État et au niveau national, qui est une stratégie décennale, ce que j'avais dit, et qu'on a cette année, en février, lancé la deuxième feuille de route, la deuxième partie de cette stratégie décennale, donc la feuille de route 2026-2030. Vous pouvez retrouver tous ces éléments sur notre site cancer.fr, dans lequel on a choisi des priorités, celle de bâtir une génération prévention, et donc d'avoir une orientation très, très particulière et très spécifique sur la prévention chez les plus jeunes.
Donc, ce n'est pas anodin de parler de prévention des cancers chez les plus jeunes, mais pour nous, ça nous paraît essentiel puisque c'est là où se forgent les comportements et les modes de vie dès le plus jeune âge. Et donc, il faut avoir une dynamique particulière orientée sur la jeunesse. Et c'est le choix qu'on a fait à l'Institut national du cancer. Par exemple, on sort dès cette semaine-là, au mois de juillet, un manga sur la prévention des cancers pour pouvoir effectivement parler aux adolescents de la prévention des cancers, des risques de comportement à risque. Et donc, en rentrant par un objet qui est un manga, qui est un objet que les plus jeunes peuvent lire, avec une vraie histoire et un vrai auteur de manga. Et les éditions Glénat, on vient de diffuser ce manga qui est accessible d'ailleurs pour tout un chacun. Vous allez retrouver sur notre site internet effectivement la capacité à commander ce manga pour pouvoir effectivement parler à la jeunesse d'un sujet qui n'est pas simple, mais dont il nous semble nécessaire de pouvoir discuter dès le plus jeune âge, à l'adolescence, où se forgent les habitudes de vie. De manière plus générale, on veut, dans cette génération prévention, accompagner les collectivités territoriales au déploiement d'environnements favorables à la santé, pour pouvoir avoir un axe sur la prévention des cancers. Donc, c'est le rôle de l'Institut dans celui-là, c'est de fédérer les acteurs, d'outiller et de les accompagner vers le déploiement de ces politiques. D'avoir aussi quelque chose qui est basé sur la science, puisque nous, on a des scientifiques et toute notre documentation, elle est éprouvée scientifiquement, elle est validée par des scientifiques. Et puis, voilà, d'intégrer effectivement cette dimension dans toutes les politiques publiques. On va y revenir, mais ça nous semble essentiel, non pas d'avoir une approche, on va dire, culpabilisante sur le mode de vie d'une personne en particulier, ou c'est sa consommation de tabac, d'alcool, mais d'avoir plus généralement un environnement collectif qui suscite des comportements moins à risque pour le cancer. Comment agir sur la prévention ? Effectivement, c'est ce que je disais, il y a les comportements individuels. Et ça, c'est évidemment important, mais il résulte de l'interaction entre des facteurs individuels, la capacité à comprendre les facteurs de risque, les enjeux, et puis des déterminants sociaux, économiques, environnementaux. Il y a certains facteurs de risque sur lesquels on ne peut pas interagir ou à l'échelle individuelle. Et puis il y a d'autres où on a besoin de l'échelle collective pour mener des actions. Donc soit d'aller chercher des populations par exemple fortement défavorisées ou qui sont éloignées de l'accès aux soins, soit mettre en place des environnements de travail qui soient plus protecteurs de leurs conditions de vie. Donc dépasser la seule question des soins, ça nous semble une évidence, mais il faut le redire, hein, on n'est pas là pour uniquement détecter des cancers précoces et les soigner, ou trouver évidemment des nouveaux traitements thérapeutiques, même si c'est ça qui nous anime aussi. Mais il faut se préoccuper effectivement de toute la partie prévention primaire, de la partie repérage des fragilités, repérage des détection précoce des cancers, puisque plus les cancers sont détectés tôt, plus ils sont facilement curables. Et puis aussi ce qu'on appelle la prévention tertiaire, mais vous savez ça probablement autant que moi, qui est des personnes qui ont déjà eu un cancer et qui ont un risque de récidive. Comment on arrive à mettre en place aussi une surveillance pour ces populations-là, pour éviter le deuxième cancer, ou la récidive, ou la rechute, et ça c'est un enjeu qui est tout particulièrement important. Intervenir sur les environnements et construire une société plus protectrice en créant des conditions physiques, sociales, économiques, organisationnelles qui facilitent le choix de la santé, le choix de la prévention et la réduction des inégalités, puisqu'effectivement, je vais vous donner un exemple, hein, mais si on prend le tabac, évidemment, on assiste depuis quelques années, depuis au moins 3-4 ans, à une baisse très significative de la consommation de tabac. Les consommations de tabac sont passées à peu près de 25% à 18% en population générale en France. Alors, on reste quand même l'un des plus grands consommateurs de tabac dans le monde. On doit être le 2e ou 3e pays consommateur de tabac en France.
Même si cette réduction elle est très significative, lorsqu'on regarde chez les plus jeunes, elle est encore plus significative. On a de moins en moins de jeunes qui rentrent dans le tabac. Mais lorsqu'on regarde le gradient social, c'est-à-dire par exemple les jeunes qui n'ont pas de formation, pas d'éducation, eh ben, on retrouve ces inégalités avec des consommations de tabac qui peuvent être encore de 30 à 40% chez certaines populations jeunes qui n'ont pas de formation, pas d'éducation. Et donc ça, c'est un vrai enjeu pour nous d'aller chercher ces populations-là et comment on peut porter des messages de prévention dans ces milieux qui sont plus difficiles d'accès de manière générale. Donc informer ne suffit pas, même si c'est important. Et nous, on déploie à l'Institut national du cancer les plus grandes campagnes nationales de prévention. Vous avez certainement vu ces spots publicitaires ou des messages qui sont portés sur la vaccination HPV, sur les campagnes de prévention sur le cancer du sein, sur le cancer colorectal. Ces campagnes d'information ne suffisent pas. Elles ont un impact réel, mais il y a l'enjeu de passer à l'acte. Et quand on regarde, nous, nos post-tests sur les campagnes, on voit que les messages sont globalement assez bien acceptés et compris. Les gens savent que le tabac génère des cancers, qu'il faut aller faire une mammographie à 50 ans pour se dépister. Tous ces éléments-là sont assez connus des gens, en fait. Mais la question, c'est le passage à l'acte. Comment je vais effectivement réaliser un acte de prévention? Et ça, c'est tout l'enjeu qui nous anime à l'Institut. Il y a la question des inégalités sociales dont j'ai parlé, avec le ciblage de populations particulièrement exposées à des vulnérabilités. J'ai pris l'exemple des jeunes sans emploi, sans éducation, mais on pourrait prendre des enjeux territoriaux. On retrouve dans les cartes de mortalité des cancers et dans les cartes de dépistage, on retrouve, on va dire, les mêmes zones, qui sont des poches de fragilité sociale, des zones rurales. Et donc, dans chaque territoire, chaque région, vous prenez les Hauts-de-France, vous avez la poche du Hainaut, vous prenez la région Aura, vous avez l'Ardèche, la Lozère, vous prenez la Bretagne, vous avez le cœur Bretagne, en comparaison du littoral. Enfin voilà, tous ces éléments-là sont assez connus, documentés, cartographiés. Et il y a un enjeu d'aller mener des politiques sociales et territoriales spécifiques sur ces territoires. Et puis, vous avez des populations particulièrement vulnérables aussi. Je pense par exemple aux personnes en situation de handicap. Nos chiffres, elles sont 2 fois moins à aller se dépister, par exemple, sur un cancer que la population générale. Donc, des populations en fait qui sont en fragilité, on va se préoccuper prioritairement de leur fragilité. Et on va moins regarder, par exemple, les maladies somatiques. Et on retrouve, par exemple, ces difficultés-là chez les personnes avec des troubles de la santé mentale ou des personnes à handicap psychique, où en fait, on va se préoccuper de leur santé mentale, mais oublier, je caricature un peu, mais oublier leurs bonnes conditions physiques, psychologiques et la prévention des cancers. Et donc, on retrouve effectivement dans les cancers, vous avez une mortalité par cancer qui est multipliée par 2 chez les personnes avec un trouble psychique. Donc ça, c'est des choses qui nous interpellent et sur lesquelles on a besoin de mener des actions spécifiques. Le besoin d'investir dès l'enfance, les premières années de la vie sont déterminantes, y compris dans la relation mère-enfant chez le jeune âge, mais aussi après dans les comportements à l'adolescence ou chez les jeunes adultes. Et puis, le besoin de déployer des actions qui ont des preuves scientifiques qu'on évalue. Je vais le dire ici, mais effectivement, il y a la dimension greenwashing, mais adaptée au cancer, c'est-à-dire c'est très bien de faire des campagnes de soutien à Octobre Rose, par exemple, qui sont des choses qui sont assez généralisées dans le territoire, et ça, on trouve ça très bien à l'Institut national du cancer. Ça permet de se mobiliser, de lever des fonds, etc. Mais derrière, nous, ce qui nous préoccupe, c'est que les interventions qu'on va déployer sur le territoire, elles ont une efficacité, une pertinence, et ce n'est pas uniquement cosmétique ou de la communication. Et ça, il faut on est là aussi, nous, à l'Institut national du cancer, pour soutenir des expérimentations, pour soutenir les évaluations scientifiques, pour voir si ça fonctionne réellement sur le territoire. Alors, quel levier d'action pour les collectivités ?
Ce sera ma deuxième partie. Bon, le rôle des collectivités territoriales, il est partout, il est majeur, il est sur toutes les compétences, dans chacune des strates locales qu'on peut imaginer. Vous connaissez ça évidemment mieux que moi, mais on a un vaste champ de compétences pour agir, que ce soit l'environnement de vie, l'urbanisme, les espaces naturels, que ce soit les transports, évidemment le milieu scolaire, périscolaire qui est majeur. Je parlais des questions de handicap, mais l'action sociale, médico-sociale est évidemment importante. Donc sur tous ces aspects-là, vous pouvez avoir un regard dans lequel la prévention des cancers est une des composantes intéressantes dont il faudra prendre en compte. Les attentes et les bénéfices du point de vue de vos concitoyens, évidemment, le cancer, c'est la maladie qui est perçue comme la plus inquiétante et la préoccupante pour nos citoyens. Quand on leur demande leur avis, évidemment, ils la citent à 96% comme la première maladie la plus préoccupante. C'est une préoccupation pour eux-mêmes, c'est une préoccupation pour leur entourage. Et donc d'avoir des politiques territoriales qui répondent à cette inquiétude par des actions scientifiques, par des actions d'information, par des actions de facilitation de la prévention et du dépistage, ça c'est pour nous un niveau de maille qui est important. Il n'y a pas que évidemment pas que le national qui nous occupe, il faut que dans chaque territoire, on se préoccupe de cet enjeu. Un levier de transformation de l'action publique, évidemment, puisque nous, on le voit dans certaines collectivités qui s'emparent du sujet. C'est l'occasion, effectivement, de repenser de manière transversale leur politique publique, que ce soit leur politique vis-à-vis des usagers, mais aussi leur politique vis-à-vis des agents territoriaux et de la prévention des cancers chez les agents territoriaux. Par exemple, vous avez beaucoup de personnes qui travaillent en milieu extérieur dans les agents territoriaux. Comment on met en place de la prévention, par exemple, sur l'exposition aux UV chez ces agents-là qui ont une exposition particulière en milieu extérieur, milieu ouvert. Et quand vous screenez toutes vos politiques, y compris vos politiques internes, vous pouvez avoir cette action très transversale qui a un effet majeur. C'est un enjeu d'autonomie et d'attractivité des territoires. Ça contribue évidemment à la qualité de vie et ça rend le territoire plus attractif et durable. Il y a la promotion des co-bénéfices. Quand j'agis sur la santé, j'agis sur l'éducation. Quand j'agis sur l'éducation, j'agis sur la santé. De même sur l'urbanisme ou sur l'approche sociale. Et puis, les communes sont pour nous effectivement une locomotive de la dynamique territoriale, au-delà même de l'action qu'on peut mener évidemment avec les agences régionales de santé, leur direction locale. C'est, on va dire, nécessaire, mais pas suffisant. Et vous savez ça mieux que moi. Donc la stratégie, la santé dans toutes les politiques, bon, j'y reviens pas, vous connaissez ça très bien. L'approche globale qui recherche des synergies, qui recherche un impact transversal sur les acteurs et une coopération étroite entre les différents services municipaux, les associations et les habitants. C'est important d'avoir une démarche qui est de co-construction pour que les actions que vous menez soient comprises et qu'elles soient, on va dire, adaptées au public qui est dans vos territoires. Nous, on le fait à l'échelle nationale, on fait des démarches de co-construction des outils. On a aussi des démarches qui se font avec les patients, puisque les patients ont un parcours, ont une expérience, et donc de déployer des supports de communication ou des actions avec leur regard, ça sera la meilleure manière d'avoir quelque chose qui a un impact dans le territoire. Quelques exemples d'actions. Alors évidemment, nous, on les expérimente au niveau national, on en fait l'évaluation. Donc sur le tabac, vous avez évidemment C'était plutôt de chaleur. Les espaces sans tabac que vous connaissez bien et qui sont aussi portés par la Ligue nationale contre le cancer. Vous avez le mois sans tabac qui est porté, alors là, c'est plutôt sur l'arrêt du tabac et la manière de déployer des actions d'arrêt du tabac et de sevrage tabagique.
Vous avez le renforcement des interdits protecteurs auprès des mineurs ou certaines dispositions que vous pouvez mener en termes de mesures d'ordre public à l'échelle territoriale pour protéger certaines zones de l'exposition au tabac, que ce soit ça a été porté par le gouvernement au niveau national, hein, sur les plages, les parcs pour enfants. Et là, vous pouvez effectivement avoir des leviers de promotion de cette réduction des zones et des espaces sans tabac. Sur l'alcool, vous avez aussi une action sur l'implantation, sur les horaires de vente des débits de boissons, sur des actions particulières de prévention dans les milieux universitaires ou milieux de la jeunesse et des événements festifs. Par exemple, nous, on va intervenir dans des festivals à Marseille. Dans le Delta Festival cet été, on va faire une première action, on va dire expérimentation sur les festivals sans tabac, sans alcool, pour pouvoir faire la promotion dans le milieu de la jeunesse des risques encourus vis-à-vis de ces consommations. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut... alors, sur le tabac, pour nous, la politique, c'est zéro tabac. Sur l'alcool, c'est effectivement une consommation raisonnable, évidemment. On ne sommes pas dans une pensée hygiéniste, au sens où il faut faire avec les acteurs, avec le terrain, avec la réalité de ce qui se passe en France. Mais voilà, c'est l'occasion pour nous de porter des messages. L'alimentation équilibrée, donc là, vous avez effectivement des interactions avec la dimension environnementale ou dans les restaurations scolaires, avec les circuits courts, et vous pouvez en profiter pour avoir effectivement une action sur la santé ou sur l'éducation au goût et à la nutrition. Et donc ça, vous pouvez porter des actions structurées, transversales sur ces aspects-là, sur l'activité physique évidemment, avec les déplacements actifs, la signalétique, sur la pollution atmosphérique, sur les espaces aux abords des écoles, dans les centres-villes, et sur les expositions aux UV. De la même manière, le déploiement d'espaces végétalisés, ombragés, la sensibilisation aux protections, la protection des agents municipaux, tout ça sont des doctrines d'action que vous pouvez déployer, sur lesquelles il y a des interventions probantes, validées scientifiquement. Sur les outils et les ressources, mon dernier point, effectivement, nous, on est là pour apporter un ensemble d'outillages pour les acteurs qui veulent soit déployer des démarches, on va dire, clés en main, soit avoir une propre stratégie locale sur la manière dont ils vont s'emparer de ces sujets-là et planifier des actions adaptées à leur territoire, à leur politique. D'abord, on a un club des collectivités. On a une trentaine de collectivités qui sont très, très investies dans cette démarche scientifique, extrêmement structurée, intégrative. Et donc, vous avez alors plutôt des grosses collectivités, mais aussi des petites, qui ont choisi, on va dire, de prendre le sujet à bras-le-corps et de participer, y compris à la structuration de la dimension scientifique et nationale. Donc ça, c'est vous avez des acteurs, des communes comme Le Havre, comme Marseille, Paris, évidemment. Je cite des gros, mais vous avez des petites communes, enfin des communes moyennes qui s'investissent. Vous avez des départements et vous avez des régions qui commencent à le faire. La région Île-de-France vient de s'investir et qui permet effectivement de signer une charte d'engagement avec toute une série, 12 engagements pour prévenir les cancers, améliorer la santé de tous, et qui vont s'intégrer dans votre politique, qui vont servir, on va dire, de repères pour agir à l'échelle locale. Ça permet de déployer une feuille de route collégiale qui se déploie, et vous avez un appui technique, évidemment, avec accès à un réseau d'expériences, de bonnes pratiques, un accompagnement individuel et collectif dans l'expertise. Donc là, c'est nous qui mettons à votre disposition ce relais pour ceux qui veulent s'investir. On a des appels à... Excusez-moi, monsieur Scotté. Oui, parfait, merci. Ouais, je suis désolé, c'est un peu long. C'est pour laisser le temps à la seconde intervention et puis aussi des questions. Merci. Un appel à projet qu'on déploie, notamment sur l'exposition des plus jeunes. Donc là, c'est l'occasion de soutenir des interventions nouvelles, expérimentales, innovantes sur l'exposition. Alors, en milieu scolaire, on l'a fait. C'est ce qu'on appelle l'appel à projet zéro exposition. On peut le faire et on va le déployer en milieu périscolaire également.
Vous avez des guides à destination des collectivités territoriales. Donc là, je ne vais pas en dire plus, mais tout un kit des outils que vous retrouvez sur notre site cancer.fr. Évidemment, ça va avec nos publications et à destination du grand public, des patients et des professionnels. Et là, vous avez les guides de référence qui sont portés par l'Institut, en lien avec la Ligue contre le cancer, évidemment, pour les cancers info. Et donc, toute cette documentation, elle est accessible gratuitement et vous pouvez la commander en ligne aussi gratuitement. Et voilà, et j'en profite pour dire qu'on a aussi un trophée des collectivités territoriales, puisqu'on est présent au Salon des maires depuis 2 ans et que c'est l'occasion aussi d'échanger avec tous les acteurs et de remettre un trophée pour les actions les plus innovantes sur le territoire, et donc de mettre en visibilité les actions des collectivités dans la prévention des cancers. Merci à tous. Je vais laisser la parole donc à Delphine Doré-Potonnier, donc directrice de promotion santé Île-de-France, et à Salima Rarmaoui, responsable de projet à promotion santé Île-de-France. Tout d'abord à la MIF de nous accueillir et de nous inviter pour cet atelier. Bonjour à tout le monde et puis donc merci beaucoup Jeanne et Véronique pour cette invitation. Je vais partager mon écran et donc je vais aussi vous proposer un petit diaporama, voilà. Donc l'idée c'était vraiment de vous présenter Promotion Santé Île-de-France et puis de vous montrer en quoi alors nous on est vraiment à l'échelle régionale de l'Île-de-France. On peut être une structure d'appui pour vous les collectivités territoriales et en particulier pour vous les élus. Du coup j'espère qu'il va passer. Hop. Il a l'air d'être coincé. Alors on va. Ah, c'est bon. Alors, merci Salima. Du coup, l'objectif pour nous, c'est de vous donner quelques repères sur les notions de prévention et de promotion de la santé. Alors, Monsieur Scotté a vraiment déjà donné pas mal d'éléments à ce sujet, mais on va revenir sur certaines notions pour vraiment les ancrer. Voilà, et pour surtout les rattacher aussi à votre pratique directement. On va vous présenter justement aussi quelques ressources de promotion santé de France et en quoi ça peut être une ressource d'appui pour vous. Et puis l'idée, c'est aussi d'identifier vos besoins dans le développement de politiques locales en santé. Donc effectivement, un temps d'interaction pour un petit peu mieux sonder vos besoins et comment nous et d'autres acteurs, on peut vous être utiles. Alors justement, voilà, ce qui est important, c'est déjà de savoir que les collectivités, elles agissent déjà en fait sur les déterminants de la santé. Monsieur Scotté en parlait dans sa présentation. Donc c'est important de dire qu'il y a déjà un certain nombre d'actions de fait dans les collectivités territoriales. Et c'est important aussi de rappeler qu'on s'appuie sur la définition de la santé de l'OMS. En fait, c'est vraiment la définition, c'est-à-dire que la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et on va bien au-delà de la maladie, de l'absence de maladie ou d'infirmité, et d'une vision biomédicale de la santé. Donc, c'est à partir de là que, effectivement, avec cette vision élargie que vous devez déjà avoir au sein des collectivités, on voit qu'on peut donc agir sur différents déterminants de la santé. Et si on regarde un petit peu ce petit schéma qu'on aime bien mettre en avant parce qu'il est très parlant, on voit bien qu'en fait, les facteurs, on va dire, individuels, le patrimoine génétique ou les comportements individuels, en fait, sont minoritaires, en fait, représentent 15% des déterminants de la santé, comme le système de soins ne représente que 15%, et qu'effectivement, là où il est important d'agir, c'est bien sur les facteurs environnementaux, c'est-à-dire tout ce qui concerne les milieux de vie, ce qui va être donc à votre portée à vous, 25% des facteurs environnementaux. Et Monsieur Scotté en parlait aussi, les facteurs socio-économiques, donc 40%. Donc là, il y a vraiment un enjeu aussi d'agir sur les environnements, mais aussi tout ce qui va déterminer les conditions de vie socio-économiques des personnes. Alors effectivement, vous en avez parlé aussi, Monsieur Scotté, dans votre présentation, mais effectivement, pour pouvoir agir sur l'ensemble, c'est-à-dire de ces déterminants de la santé, et en particulier sur donc les déterminants environnementaux ou socio-économiques, là, il y a vraiment ce levier d'action qui existe pour les collectivités locales. On parle de plus en plus, c'est bien la santé dans toutes les politiques. On vous a remis cette définition de l'OMS.
de 2013 et puis effectivement qui vraiment met en avant cette approche intersectorielle des politiques publiques qui tient compte systématiquement des conséquences sanitaires et qui recherche des synergies également entre les politiques pour justement améliorer la santé, mais aussi l'équité en santé. Voilà, donc c'est vraiment pour agir sur les inégalités de santé. Et vraiment, la santé n'est pas le cœur, en fait, c'est-à-dire que c'est toutes les politiques qui vont effectivement mettre en œuvre un certain nombre d'actions. Donc là, par exemple, on voit cette petite carte qu'on aime bien montrer d'une ville où je pense que vous vous reconnaîtrez tous, c'est-à-dire on peut agir sur l'habitat, les mobilités, les espaces verts, la vie associative, l'enfance et solidarité, l'aménagement, la propreté, etc. Mais effectivement, la santé n'est pas visée en premier lieu, mais les actions mises en place vont avoir des impacts bénéfiques pour la santé. Monsieur Scotté en parlait aussi, parlait des co-bénéfices, donc c'est-à-dire voilà comment en fait chacun peut trouver des avantages, des bénéfices à travailler sur les questions de santé, mais sans forcément au départ le mettre au cœur de l'action. Alors effectivement également, on voulait vous remettre quelques repères, même si encore une fois, Monsieur Scotté en a parlé dans sa présentation. C'est vraiment important de replacer les questions de prévention, les concepts d'éducation pour la santé et aussi de promotion de la santé ou de protection d'environnement favorable. Hein. Monsieur Scotté en a parlé pour bien comprendre sur quoi on agit. Effectivement, la prévention, hein, Monsieur Scotté en a parlé, je ne vais pas forcément revenir dessus, mais vraiment pour réduire l'impact déterminant des maladies. Donc, on est sur une approche très biomédicale qui est vraiment là pour... on agit vraiment sur l'individu, sur l'information, la prévention. Et ce qui est intéressant, c'est de voir toute la palette qui existe pour justement aller jusqu'aux environnements favorables. Donc, il y a déjà l'éducation pour la santé, c'est-à-dire qu'on va, à travers l'éducation pour la santé, rendre autonomes les individus, on va leur donner les éléments, voilà, des ressources pédagogiques pour essayer d'améliorer leur état de santé, leur pathologie également. Donc là, on parle souvent d'éducation thérapeutique du patient notamment. Donc, et ça permet aussi de donner du pouvoir d'agir aux personnes malades, mais aussi aux citoyens à travers l'éducation pour la santé. Et donc, ce sont des approches très combinatoires. Et effectivement, le fait d'agir sur les environnements favorables, c'est d'aller plus loin. C'est là où la promotion de la santé agit. C'est qu'on va prendre vraiment tous ces aspects en compte. C'est une approche très globale avec différentes stratégies qui vont permettre à la fois de donner du pouvoir d'agir aux personnes concernées, aux citoyens, mais en même temps d'agir sur les milieux de vie, les environnements, mais aussi sur les politiques locales, notamment, mais politiques plus globalement, mais politiques de santé. On va aussi travailler sur la santé communautaire. Donc là, je rappelle un peu les axes de la Charte d'Ottawa rapidement, mais on va aussi pouvoir travailler sur la santé communautaire, notamment en associant les habitants dans les collectivités. Donc ça, c'est vraiment important pour vous, c'est de travailler avec les habitants aussi sur leur santé et de les associer à certains, voilà. Et c'est vraiment tous ces échelons et cette approche très globale qui va être importante pour vous, notamment élus à la santé, et on voulait vous le rappeler dans cette présentation. Alors maintenant qu'on a remis quelques repères un petit peu conceptuels qui font écho à ce qu'a dit aussi Monsieur Scotté tout à l'heure, on va vous présenter un petit peu plus qui nous sommes, parce que je pense que Promotion Santé Île-de-France n'est pas forcément connue par beaucoup d'entre vous, donc c'est l'occasion de nous présenter. Donc on est une association en 1901 qui va bientôt fêter ses 10 ans. Donc en fin d'année, début d'année prochaine. Nous sommes essentiellement financés par l'ARS Île-de-France et la préfecture de région Mission-Ville. Avec effectivement, on est intégré dans un réseau, en fait, c'est très important au niveau national, réseau qui est animé par la Fédération Promotion Santé, donc il y a d'autres promotions santé dans les autres régions également. Et on est aussi membre de la Société française de santé publique. Donc c'est aussi une approche de santé publique et aussi voilà avec des méthodes tout à fait éprouvées voilà notamment au niveau des collectivités locales et de l'action qu'on peut mener au niveau des collectivités locales. Et sur la partie santé-environnement, on est aussi partenaire du réseau ISE également, donc on travaille également avec d'autres acteurs sur la santé environnementale également. Alors, je ne vais pas vous présenter l'ensemble de nos missions parce que ça n'a pas forcément d'intérêt, mais on va insister sur deux grandes missions qui peuvent vous intéresser, vous, au niveau des collectivités territoriales. C'est tout d'abord le fait qu'on ait une plateforme ressources régionales référente en promotion de la santé.
Donc, je vais y revenir un petit peu pour vous présenter cette plateforme numérique qu'on conçoit et qu'on déploie, alors, essentiellement pour les acteurs franciliens, mais on va bien au-delà, puisque un site Internet, comme vous le savez, ça dépasse les frontières même de la France et ça va même à l'international. Et puis, on a une autre mission importante qui vous est qui est directement aussi intéressante pour vous, les collectivités territoriales et les élus, c'est l'accompagnement à la montée en compétences. Alors, des référents franciliens, c'est-à-dire que ça va être vraiment ceux qui portent la politique de santé, la politique de promotion de la santé au sein des collectivités notamment, mais ça peut être aussi, comme vous, vous l'apportez, mais par exemple d'autres acteurs qui ne l'apportent pas directement, mais qui vont y contribuer. Donc, par exemple, des élus qui ne sont pas des élus en charge de la santé notamment, ou des agents des collectivités qui ne sont pas directement en charge de la santé. Et donc, ce qui est important aussi pour nous, c'est de développer les environnements favorables. Alors, on dit environnement capacitant dans notre jargon, un petit peu en promotion de la santé, mais c'est tout ce qu'on vous a évoqué avec Monsieur Scotté qui va permettre de développer ces environnements capacitants, notamment, bien sûr, des agents ou des élus qui ne sont pas en charge de la santé. Alors, je vais vous parler dans un premier temps de cette plateforme numérique référente de ressources en promotion de la santé qui va vous donner un certain nombre d'accès donc gratuits en ligne. Je ne vais pas tous les citer, mais vous aurez notre PowerPoint. Donc, surtout, nous, on est une base de données référente. Donc, déjà, vous allez trouver une sélection de ressources documentaires qu'on met à jour toutes les semaines, pratiquement. Voilà. Et donc, là-dessus, alors, on va être bien sûr sur toutes les questions de promotion de la santé, c'est-à-dire qu'on est très généraliste. Vous allez avoir bien évidemment des choses qui concernent le cancer, mais aussi la santé mentale, la santé environnementale, les questions, les compétences psychosociales, ça va être aussi les questions liées au genre, les inégalités de genre, enfin j'en passe, le handicap, enfin tout ce qui va croiser les questions de promotion de la santé. Donc c'est assez large et là vous avez un certain nombre de références et aussi des sites utiles. Donc voilà, donc ça c'est intéressant si vous cherchez de la référence documentaire, notamment pour avoir des éléments, des argumentaires. Ça peut être aussi intéressant pour vous, les agents qui travaillent avec vous, s'ils le souhaitent. On va avoir aussi, comme les outils assez utiles pour au niveau des collectivités, c'est comment répondre à un appel à projet, mais aussi on a une base d'appel à projet qui est mise à jour, très régulièrement. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, il y a tous les appels à projet pour les collectivités qui sont mis en ligne et mis à jour régulièrement, donc au niveau francilien essentiellement, mais aussi quand on peut y répondre au niveau national, même si on est une collectivité francilienne. Il y a également un agenda des manifestations sur lequel vous pouvez suivre tous les événements franciliens en promotion de la santé. Et vous avez également en ligne notre dispositif d'auto-formation en ligne et gratuit, le e-parcours. Donc, ma collègue Salima va vous présenter plus en détail cet outil qui peut être intéressant pour vous également. Et ce que je vous invite à faire, c'est de nous suivre soit sur notre compte LinkedIn, soit de vous abonner à notre newsletter. Comme ça, vous avez toutes nos informations et toutes nos ressources, ainsi ce que l'on fait avec nos partenaires franciliens. Alors, rapidement, toujours sur notre site internet, vous trouverez aussi, j'insiste un peu dessus parce que ce sont des mines, comme le disent beaucoup de nos partenaires. Nous avons 3 dossiers, comprendre et agir, donc qui sont sur les compétences psychosociales, parce que souvent, vous êtes amenés à développer, notamment dans les écoles, mais aussi en périscolaire, des programmes sur les compétences psychosociales. Donc, c'est extrêmement important de bien comprendre ce que c'est, les référentiels autour des compétences psychosociales, comment certains acteurs les déploient avec des retours d'expérience également. Pareil sur la question de la littératie en santé, donc vraiment c'est ce qui aussi permet de donner des environnements favorables au développement de ces questions, notamment vous au niveau des collectivités, vous pouvez agir sur ces questions et aussi on en parlait, la participation des habitants, usagers, citoyens, comment on développe leur empowerment, leur pouvoir d'agir. Donc, ces 3 dossiers sont très intéressants pour les collectivités notamment, mais aussi des focus thématiques. Et le dernier en date, où on voit Véronique Garnier qui donc a participé à l'édito, puisque vraiment c'est un focus qui a été fait à la fois pour les professionnels de santé, mais aussi les collectivités territoriales, qui est sur la lutte antivectorielle, le cas du moustique tigre. Donc là, vous pouvez le retrouver sur notre site.
Et puis également, il y a un espace connecté avec là pour l'instant, donc des ressources qui sont surtout utiles pour les coordinateurs territoriaux en santé franciliens, mais on souhaite développer un espace aussi pour les collectivités territoriales et en particulier pour les élus. Et nous avons aussi une boussole de la démarche locale en santé sur notre site qui est très utile aussi pour les coordinateurs territoriaux en santé, donc coordinateurs, ateliers santé-ville, contrats locaux de santé, comités locaux de santé mentale, etc., CPTS, MSP. Mais je vous laisserai découvrir ces ressources sur notre site et je laisse la parole à ma collègue Salima Ramraoui qui va vous parler de notre mission et les ressources liées à la facilitation à la montée en compétences. Merci Delphine. Donc, voyons maintenant comment nous accompagnons, donc comment Promotion Santé Île-de-France accompagne la montée en compétences des acteurs, donc y compris vous, les élus, comme l'a présenté, indiqué Delphine. Alors, donc le e-parcours, donc c'est un dispositif d'auto-formation qui est en ligne. D'abord, est-ce que tout le monde m'entend bien? Ça va? Oui. Oui, on vous entend. Super. Très bien, merci. Donc, il y a pour objectif donc de faciliter la montée en compétence des acteurs de la promotion de la santé et de pouvoir s'approprier ou se réapproprier les concepts et les enjeux sur les questions de la promotion de la santé, de pouvoir conforter ses connaissances et de questionner sa pratique dans les réalités de terrain. Il est ouvert à tous et donc il est entièrement gratuit, il est en ligne, il est ancré en Île-de-France, mais plus largement, donc comme l'a présenté Delphine, donc voilà, ça permet de toucher toute la France entière, voire à l'international, et donc contextualiser à votre réalité de territoire. Il est co-construit avec les acteurs du territoire, donc qui sont coordinateurs d'ateliers santé-ville, chargés des questions politiques de l'urbanisme, de politique de petite enfance, la périnatalité. Voilà, donc ça reste assez diversifié en termes d'acteurs et donc qui a permis de valider collectivement le contenu. Il est complémentaire aux autres dispositifs que l'on vous présente, mais aussi aux formations que vous pouvez avoir dans votre pratique en tant qu'élu. Et l'apprentissage y est vraiment interactif et ludique. Voilà, donc vous pouvez le suivre en toute autonomie, à votre rythme, sans contrainte de calendrier. Donc il est structuré en 3 modules progressifs qui permet de comprendre les fondamentaux de la promotion de la santé, de pouvoir avoir aussi à travers le module 2 les clés pour agir sur les déterminants de la santé. Et puis pour le module 3, c'est celui qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est la santé dans toutes les politiques et notamment ce qui vous permet, vous, de comprendre votre rôle en tant qu'élu, du fait que tout dépend de la délégation que vous avez, mais chaque élu, selon la délégation, peut agir sur les déterminants de la santé. L'objectif de ce module, c'est de vous permettre d'identifier, de vous approprier les enjeux, les stratégies de la démarche d'intégration de la santé dans toutes les politiques, en particulier à l'échelle locale, donc sur votre territoire. C'est donc un module qui est plus directement utile pour vous en tant qu'élu, mais aussi pour vos collaborateurs et puis même pour les autres élus qui sont en charge de la question du logement, de l'éducation, du social, de l'urbanisme, de la transition écologique et qui permet aussi de vous aider dans votre réflexion, dans la structuration d'une approche un peu plus transversale, plus globale et systémique dans les politiques que vous menez au sein de votre territoire. Et au-delà de la formation qui peut être un peu plus individuelle, notamment à travers le e-parcours, même si on suggère donc d'un apprentissage plus collectif. On anime aussi un réseau collectif qui est donc le réseau CO, donc le réseau d'appui aux coordinateurs territoriaux en santé. C'est notre réseau qui est un réseau d'appui auprès des coordinateurs territoriaux, donc ateliers santé-ville, contrat local de santé, conseils locaux de santé mentale, mais aussi CPTS et MSP. Il poursuit donc plusieurs objectifs, donc développer une culture commune en promotion de la santé et en coordination territoriale, de pouvoir faire réseau entre les professionnels, de pouvoir développer la paire aidance entre les coordinateurs territoriaux et de pouvoir les insérer dans une dynamique participative et partenariale. Et concrètement, cela prend la forme d'ateliers structurés autour de 3 dynamiques pédagogiques et qui permet à travers le pacte CLS d'avoir une formation certifiante pour certains de nos ateliers et un pacte CLS donc, qui est porté par le HESP et en articulation donc, avec le réseau CO et d'un espace
espace numérique donc, réservé aux coordinateurs territoriaux en santé sur notre site. Donc, Delphine en a parlé un petit peu, ce qui permet, donc, qui facilite les échanges de bonnes pratiques entre pairs.